Bienvenue dans Corpo Fighters, le podcast qui commente les grandes thématiques dans ton organisation. Ladies and gentlemen, le spectacle va commencer. Je suis Johan Dufour, consultant chez Equité, et je vais commenter un combat entre deux notions qui semblent parfois antinomiques et qui impactent votre efficacité quotidienne. Mon objectif, challenger les valeurs pour gagner en efficacité. Tu aimes la confrontation virtuelle en sécurité? Let's go! Et abonne-toi pour ne manquer aucun match de Corpo Fighters. Tu vas découvrir une compétition incroyable, challengeante et enrichissante. Alors, entre dans l'arène. Go! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Corpo Fighters. Aujourd'hui, on aura deux nouvelles notions qui vont s'affronter. Enfin, nouvelles en fait pas trop, parce qu'il y en a une que vous avez déjà vue dans cette saison-là. En fait, on va divulguer tout de suite les deux notions. On va parler de la performance versus le bien-être des employés. Et pour en discuter, pour traiter de ce match, pour l'arbitrer, je dirais même, j'ai la chance d'avoir avec moi Maxime Bonin. Salut Maxime. Salut Johan, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Je suis très content de t'avoir. On s'est déjà eu sur un podcast, mais no spoil. Et c'était très cool. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Tout à fait, Maxime Bonin, donc je suis coach agile en région parisienne. Ça fait maintenant 5 ans que je fais vraiment du coaching agile, on va dire pur et dur. Et auparavant, plutôt des casquettes de release train engineer, de product owner, etc. Donc plutôt une appétence sur l'aspect un petit peu mode produit, accompagnement des équipes pour apporter de la valeur. Et depuis quelques années, je me retrouve un petit peu confronté un peu, on va dire, au mal-être de certaines équipes d'agilité. Et c'est pas forcément toujours évident de le gérer en parallèle que d'accompagner son équipe, son train, son collectif dans une dynamique agile, dans une dynamique produit. Ouais, parce que tu bosses avec des humains. En fait, c'est ça le truc. C'est ça. Ouais, et pour revenir sur l'histoire, performance versus le bien-être. Performance, j'ai été regarder les définitions. Parce qu'en fait, le tout premier épisode, on parle aussi de performance avec Nico Tonder, performance versus impact. Mais on avait vite fait l'exercice de la définition, et la définition, elle est quand même assez perturbante, parce qu'on parle beaucoup de performance en entreprise, et au final, c'est quand même beaucoup lié à l'univers, tu sais, de la compétition, du sport. Tu as ce côté-là, je reprends la définition de base, c'est résultat obtenu dans une compétition. Et sur une deuxième définition, parce qu'il y en a plein en fait, il y en a 4-5 en fonction des contextes, mais une autre que j'aime bien et qui va rentrer dans notre cadre, c'est rendement, le meilleur résultat. Et en fait, chercher la performance, c'est ça, c'est d'obtenir le meilleur résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière meilleur ? Et bien-être, c'est rigolo aussi, ces sensations agréables procurées par la satisfaction de besoins physiques, absence de soucis. Là, on peut en parler, en fait, absence de soucis, où, en gros, quand on confronte ces deux notions, on a des entreprises, des organisations, je dirais même, qui ont envie d'être performantes, donc atteindre le meilleur résultat. Et derrière, on doit aussi avoir cet équilibre avec le bien-être. Toi, t'en penses quoi? T'as pas mal d'expérience aussi sur des univers qui sont transverses, assez complexes. Qu'est-ce que t'en penses, en fait, de ces notions-là, de cette compatibilité ou incompatibilité, pardon? C'est vrai que en termes de visibilité, je distingue un petit peu performance et bien-être quand on va parler un petit peu d'un environnement individuel ou peut-être un petit peu plus personnel versus ce qu'on va avoir aussi en entreprise. Au sens où pour moi, la performance a vraiment comme objectif d'atteindre, voire même, si possible, de dépasser des objectifs qu'on s'est fixés. Chose qui en entreprise est vue vraiment à première vue sur un aspect rentabilité financière. Est-ce que d'un point de vue économique, je me situe bien? Est-ce que j'avance bien? Donc il y a toute cette logique de productivité, une pression en fait de facto, que ce soit en termes de cadence, en termes de qualité, en termes de delivery qui va se situer. Là où le bien-être, pour moi, va se situer plutôt sur l'aspect en termes de santé physique, en termes de santé mentale. Quelle est aussi la valeur que j'accorde? Quel est le sens que je donne aussi à mon travail au sein du collectif?
Donc tout ça, en fait, vraiment, en effet, l'épanouissement lié au travail, lié à sa mission, lié à son activité, à son impact dans l'organisation. Après, l'opposition que je vois, pour moi, en tout cas, il manque un truc dans la Mmh. définition de performance. On parle de performance pour atteindre ses objectifs. Il n'y a pas de débat, il y a pas de problème là-dessus. Mais c'est souvent une vision très court-termiste. Oui. C'est-à-dire que on met en visibilité ici quelque chose où il faut répondre tout de suite à un gros problème, à un élément majeur, à une difficulté qu'on a pu avoir, à une ouverture de marché quelconque, sans forcément parler de l'aspect un peu durable, pertinence, de ce qu'on va faire en termes de performance. Là où, sur le bien-être, il y a un aspect un petit peu utopiste, parfois, en tout cas, je le vois comme ça, ou en tout cas, on me l'exprime aussi beaucoup comme ça. Il y a toujours cette résistance culturelle quand on parle de bien-être au travail, où très vite, on a un petit peu cette idée, ou en tout cas ce petit diable dans la tête qui nous dit: «Ah oui, ça va commencer à parler de laxisme au travail, et non plus Ah de ouais? bien-être». Et oui, parce que en fait, caché derrière se pose en effet la question du comment vont s'opposer les 2 notions. Est-ce qu'on peut vraiment être productif si finalement on est bien au travail? C'est Mmh. vraiment des questions parfois qu'on peut se poser. Et même dans l'implémentation, dans la construction, on se dit parfois: «Tiens, je mets en place quelque chose, je vais améliorer la productivité», mais pas sûr que le bien-être des gens, finalement, soit, particulièrement bien traité au passage. Ah, c'est intéressant comme angle. Enfin, du coup, ça me titille beaucoup. Enfin, il y a une compatibilité qui serait pas simple à trouver. Tu vois, moi, quand on parle aussi de performance dans le sport, c'est cool, mais en général, c'est pour un moment donné où les athlètes s'entraînent pour casser des records. Super, hein, OK, ça fait partie de la chose. Sauf qu'en entreprise, en fait, ta performance est censée être continue. Et là, je vais lever ce que tu viens de dire, hein, le côté bien-être. Bah, en fait, est-ce que, en fait, on peut être performant en continu? Ou est-ce qu'à un moment donné, on accepte aussi d'avoir des moments où, c'est un peu plus cool pour pouvoir souffler, puis en fait repartir et aller chercher un résultat un peu plus fort? Mais le faire de manière continue, du coup, ça peut être très compliqué par rapport à des personnes et c'est comme ça qu'on arrive sur, alors je veux pas dire, une situation malsaine, mais à épuiser les personnes qui travaillent. Ah complètement. L'exemple souvent moi que j'utilise beaucoup ou que je mets beaucoup en perspective, c'est le daily du matin. OK. Le daily du matin ressemble beaucoup à ça, puisqu'on veut être performant, donc très bien, on fait un daily tous les jours, vraiment, on le bûche comme pas possible pour bien savoir tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, s'il y a des soucis. D'accord, très bien, mais on s'est pas posé la question potentiellement de certains employés qui, à 9 heures le matin, bah, sont peut-être Mmh. toujours dans les transports, ont les enfants qui viennent tout juste de rentrer, à l'école. Mmh. Donc on crée aussi quelque chose qui, certes, améliore la productivité, mais en termes de perspective pour le collaborateur, bah, finalement, il va pas être là tout le temps parce que parfois, bah, l'école ouvrira un petit peu plus tard ou, finalement, il aura un petit peu de retard le matin. Tout ça, c'est pas incompatible, mais ça veut dire que derrière, il faut adapter dans ce qu'on cherche à mettre en vue, en termes de performance, bah, tous ces éléments-là aussi à quelles sont les contraintes des personnes, quelles sont leurs difficultés du quotidien et comment derrière on prend en compte, même pas forcément le bien-être, mais à minima de peut-être ne pas perturber certains éléments du cadre, que ce soit de la santé physique ou mentale, que ce soit le sens au travail. Tout ça doit être pris en compte aussi dans la balance. Ouais, tu sais, tu as les conditions de travail et après chacun a une vie, chacun a sa vie avec ses conditions. Tu as raison, moi j'aime bien aussi le côté enfant et que ce soit homme ou femme, je pense que c'est important. Je lis pas mal aussi d'articles là-dessus, sur, les conditions, justement, des parents, surtout, du côté des hommes, où c'est un peu bizarre, enfin ça commence à évoluer, mais, où tu as ce côté, oui, mais en fait, il faut que tu sois, là, à l'heure, il faut que tu repartes, un peu plus tard et cetera, qui est très culturel, en fait, d'une génération qui est en train de se transformer et heureusement. Mais oui, enfin parce que, les papas, s'occupent aussi, des enfants et dans une famille, qui a 2 parents, les 2 parents, en fait, s'occupent des enfants normalement à parts égales, tu vois? Mais culturellement, généralement, c'est plutôt les femmes aussi qui ont, ce côté, je m'occupe des enfants, parce que papa, en fait, il a une réunion jusqu'à 18h30 et cetera et cetera.
Ouais, ça, je pense qu'on l'a tous vu. Ce côté, Melchior, pourquoi tu mets une réunion à 18h? C'est important. Il y a des urgences. Tu vois, pour revenir aussi au côté daily, tu as une problématique qui est assez importante. C'est aussi les objectifs à atteindre. Il y a un truc qui est écrit dans le Scrum Guide, dans la dernière version, hein, celle de 2020, hein, parce que pas celle où tu récites en fait ce que tu vas faire, etc. Je pense on a tous arrêté de faire ça et j'espère bien. En fait, dans le Scrum Guide, il y a un truc qui est super intéressant, c'est de se dire, on a un objectif atteignable dont on parle, qu'on va aller réaliser sur l'itération. Et la réalité, c'est que il y a assez peu d'équipes en fait qui ont un seul objectif très clair. Il y a toujours plein de trucs en fait à faire. Les équipes se retrouvent ras la gueule, ce qui fait qu'elles sont sous pression, ce qui fait que en fait le bien-être n'y est pas parce que trop de pression, trop d'objectifs à atteindre. On va aller sacrifier en fait le bien-être pour justement être productif et répondre à des choses qui sont parfois démesurées. Je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que on en oublie dans la performance, je trouve, l'aspect engagement des personnes. C'est-à-dire que une personne qui est plus engagée, bah, c'est sûr qu'elle sera plus productive, mais qu'est-ce qu'on entend par productivité, tu vois? Enfin, Ouais. c'est-à-dire que qu'on parle de productivité ou de rentabilité, en fait, bah, ne serait-ce qu'une personne qui finalement, n'aura pas beaucoup d'arrêts de travail parce qu'elle se sentira bien. Elle Mhm. sera dans un contexte dans lequel, elle a la bienveillance, il y a, bah, peut-être quelques risques psychosociaux, mais en tout cas que ces risques psychosociaux soient traités. Pour Mhm. que derrière, en effet, le cadre de travail soit le bon. Derrière, on le voit, enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui sortent, pour valider et montrer véritablement que des organisations qui ont choisi de mettre vraiment le bien-être des collaborateurs et à minima de se poser la question. On ne pourra pas tout traiter, on ne peut pas tout faire pour que ce soit parfait, mais néanmoins, en tout cas, mettre en lisibilité cette question fait qu'on voit bien que la quantité d'absentéisme, elle baisse, que derrière aussi en termes de burn-out, on a des meilleurs taux et j'avais vu une expérience en Allemagne, tu vois, sur la semaine, à 4 jours où Mhm. même dans cette expérience-là, en tout cas, il me semblait la plus pertinente parce que c'est une ONG qui a monté ça et après 6 mois d'expérience, en fait, ce sont les chefs d'entreprise qui ont majoritairement plébiscité de Ah poursuivre le ouais? dispositif. C'est-à-dire que par rapport aux expérimentations qui ont été faites au Royaume-Uni ou en Islande, où on a plutôt parlé de stress et de burn-out, il y a un des éléments que Mhm. j'ai pu voir, en Allemagne, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais c'était bien de l'ordre de 3/4 du panel, de chefs d'entreprise qui en effet, souhaiteraient poursuivre le dispositif. Donc ça veut dire aussi que les chefs d'entreprise, s'ils ont ces éléments-là en vue, sont tout à fait à même aussi de pouvoir le mettre en visibilité et derrière de l'intégrer à la performance. Ouais, tu sais que tu as une expérience similaire en fait qui a été réalisée par Laurent Delaclerc-Jury, LDLC, et les résultats ont été voilà, ils ont été au rendez-vous avec des semaines de 4 jours, avec une réorganisation nécessaire en fait forcément pour que l'entreprise puisse couvrir l'intégralité des activités, hein, nécessairement, hein, parce que c'est une réorganisation du temps. Mais lui est très content. Et ouais, je trouve ça aussi intéressant. Après, quand tu parles de burn-out, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une histoire de mesure, tu sais, de mesure et qui est pas simple, hein, clairement, mais une mesure d'un certain nombre d'éléments. Moi, j'aime bien, par exemple, prendre des trucs très pragmatiques. Par exemple, dans un monde qui est assez volatile, quand tu vois les entreprises où il y a un portfolio de projets qui est démentiel et juste en regardant la liste, les gens savent pertinemment qu'ils vont jamais réussir à tout faire. Là, tu peux dire peut-être que cet indicateur, il est très simple, mais très suffisant pour mesurer déjà l'impact du terrain. Tu sais que les projets pourront pas aller au bout, et pourtant, s'ils sont dans un portfolio projet d'entreprise, c'est qu'il y a une volonté en fait d'aller les mettre à terme en fait. Et c'est peut-être ça en fait qu'il faudrait faire en disant oh non non mais là en fait il y en a trop. Et là on sait que notre impact ça va être de mettre une pression impossible au terrain. Et l'impact immédiat, ce sera, oui, il y aura des burn-out, en fait, c'est une évidence que ça va se passer comme ça. Et je trouve en effet, c'est évident que ça va se passer et même au-delà de ça, ça va être de l'expliciter.
qui va être la Oui. plus grosse difficulté. C'est-à-dire qu'on reste sur un implicite où tout le monde le sait, que le plan est inatteignable, qu'il y a trop de projets, il y a plein de sujets en parallèle et qu'on pourra Ouais. pas tout faire dans les temps ou à la qualité nécessaire. Et donc, soit on néglige, soit finalement, quelques personnes vont prendre ce fardeau à bras le Mmh. corps, mais se griller. Enfin, très honnêtement, pour en avoir vu beaucoup, ils tiennent parfois 3 mois, 6 mois, mais dans la réalité, c'est pas viable. Mmh. Et, et c'est vraiment je dirais un peu cette sensation de perte de souffle. C'est-à-dire qu'en fait, dans la Oui. réalité, ils se sont mis en pleine pression sur une temporalité qui est assez courte. Et donc derrière, finalement, quand ils en sortent, il y a 2 choix. C'est-à-dire que soit en effet, il y a toujours plein de projets qui arrivent et donc auquel cas la pression elle reste toujours à ce niveau-là. Ou alors au contraire, tout d'un coup, il y a un gros vide. Heu Oui. et ce gros vide est d'autant plus dur aussi à vivre, parce qu'en effet, on peut aussi se poser des questions sur la considération. Parce que finalement, je suis toujours bien considéré au travail, puisque pendant 6 mois, on m'a donné plein de choses à faire. Maintenant, j'ai plus rien. Ouais, c'est le côté lissage, il est très compliqué. Tu sais, moi, je l'ai vécu parce que j'ai fait du centre de service et le centre de service, c'est un peu ça, en fait. Tu as une enveloppe avec des choses à réaliser, un peu en mode boîte noire. Et tu sais qu'en fait, tu bosses enfin, ton équipe bosse comme une ouf pendant des mois, jusqu'au moment où tu as une livraison et tu as un peu de réajustement, en fait, qui se passe. Et là, paf, jusqu'à la prochaine enveloppe. Alors, c'est un cycle de vie, hein, mais c'est pas le cycle de vie le plus agréable parce que l'entre-deux, déjà, t'as raison, hein, il se passe le côté de je sers plus à rien, est-ce que c'est pérenne, etc. Par contre, quand tu es dans le rush, ton cerveau, en fait, il est tellement sursollicité, les gens sont tellement dans un stress qui parfois est sain, parce que ça motive à faire un certain nombre de choses, mais avec une certaine limite. Clairement, à un moment donné, t'en as juste marre, etc. Et du coup, tu peux juste faire de la merde. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est normal, en fait, parce qu'on peut pas demander à quelqu'un d'être à 1000% pendant 3 mois sans que ça parte en vrille. Et là, je parle pas nécessairement de burn-out, hein, mais je parle d'erreur, en fait, parce que oui, ça facilite le fait de faire des erreurs, de faire des mauvais choix, d'expérimenter, mais sans avoir la possibilité de se retourner. C'est pas très sain, alors que d'avoir quelque chose d'un peu plus continu ou d'un peu plus soutenable. Tu sais, le côté réaliste, c'est déjà une belle prise de conscience et qui est pas évidente, hein, mais parce que culturellement, il y a du travail pour y arriver, mais c'est une des clés en tout cas pour que ça marche. Complètement. Après, tu as le côté, moi j'avais noté aussi burn-out, on en a un peu parlé, mais tu as aussi la notion de burn-out. C'est quelque chose que Heu, tu as déjà vu, toi? en fait, on va se retrouver avec beaucoup d'organisations où justement je trouve que cet appel d'air, post-surcharge, on va dire, Ouais. en tout cas, grosse, heu, grosse période avec beaucoup d'activités, bah, amène en fait une période de vide où on se remet en question. Oui. On peut se remettre en question aussi bien parce qu'on se dit: «Mince, j'ai plus rien à faire». On peut se sentir vraiment en mode pur ennui, ce qu'on appelle le bore-out. Mais Mhm. on peut être aussi dans cette vue de se dire: «Bah mince, les activités que j'ai pu faire ou les activités que je fais actuellement sont peut-être relativement futiles ou en tout Mhm. cas ne présentent pas la valeur que j'aurais aimé apporter» et donc derrière se sentir relativement inutile. C'est vraiment sur cet aspect, perte du sens, de Oui. sa valeur au travail, où on a aussi vraiment ce risque. Risque qui pour moi vient aussi du fait que la performance, en tout cas, elle est toujours vue de manière très court-termiste. C'est-à-dire Tout à fait. qu'il manque une vision. La vision n'est pas parfaite. On peut ne pas toujours adhérer à la vision. Moi-même, pour accompagner certains clients, je suis pas toujours fan de leur vision, mais néanmoins, le fait qu'ils en aient une, qu'elle soit élaborée, qu'elle soit construite dans le temps, que les personnes y adhèrent ou non d'ailleurs, mais que les Mhm. personnes aient la possibilité de voir quelque chose de beaucoup plus concret là-dessus, fait aussi que derrière, on peut mettre en perspective au moins un débat. Mhm. Ne serait-ce qu'un débat pour se dire, si on parle de ce genre d'activité qui n'apporte pas de valeur, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ouais, Et les placer dans un trou, je suis parfaitement d'accord. C'est pas simple, hein. Clairement, depuis 2-3 ans aussi, on voit que le monde est tellement instable que définir une vision claire, précise, c'est pas une évidence. Du coup, définir une stratégie, c'est pas simple non plus.
Mais par contre, en fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que l'impact, il est direct. Et même les changements de stratégie. Tu sais, le burn-out, moi, j'aime bien ce truc-là, c'est de dire, OK, en fait, tu fais des changements de stratégie beaucoup trop fréquents, sans expliquer pourquoi, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre. Au final, en fait, tu peux avoir des gens qui, à un instant T, se disent, ah ouais, OK, oui, ça a du sens, parce que on a réussi à les fédérer, parce que ils croient en l'idée, parce que, pour plein de raisons. Et un pivot, un changement de stratégie ou une réduction ou un élargissement de la stratégie fait qu'on peut perdre les gens. Et ils perdent ce sens-là. Et là, le problème, c'est qu'ils vont faire les choses en se disant, mais moi, je crois pas en l'idée. T'as souvent ça, en fait, quand t'as des changements, tu sais, de tête, genre les head-off, etc. Et tout d'un coup, la personne, en fait, qui est tout en haut de la pyramide, te dit, OK, on va arrêter, en fait, on fait ça, ça, ça. Et là, tu as toutes les personnes embarquées opérationnellement qui disent, ouais, mais on n'y croit plus du tout, en fait, en cette idée. On n'arrive plus à voir, à percevoir, en fait, pourquoi est-ce qu'on travaille, quoi. C'est pour moi, c'est tout le dilemme en arrivant dans une entreprise. Enfin, je pense notamment à ces échelles-là qui sont quand même des échelles, de direction très haut. C'est en effet de pouvoir aussi bien incarner le message que derrière de le communiquer beaucoup, Mhm. de le mettre en pratique aussi pour que derrière, que ce soit pour une équipe, que ce soit pour chaque employé, chacun s'y retrouve ou pas. Mais d'ailleurs, Mhm. enfin, mettre vraiment en perspective, les éléments qu'il ressent par rapport à cette vision, qu'il puisse l'exprimer, qu'il puisse aussi vraiment se faire une j'ai presque envie de dire une conviction. C'est-à-dire que la conviction peut être très brute en mode, je me sens pas du tout dans cette vision, auquel cas je m'en vais Mhm. et c'est OK. Mais ça peut être aussi, bon, bah, je me sens pleinement embarqué sur cette vision, je vois les éléments, qu'on peut traiter, je vois la vision dans la durée. Donc je vais peut-être aussi, moi, pouvoir adapter cette précipitation que je pourrais avoir aussi. Que ce soit Mhm. notamment pour des managers intermédiaires qui voudraient accompagner, l'organisation, peut-être propager, les éléments au plus vite. On va Oui. d'avoir cette vision un peu plus long terme, ça permet aussi un peu cette première respiration, à voir comment elle est incarnée sur le terrain, mais néanmoins, ça lui donne déjà une certaine dimension. Ouais, et en fait, c'est ultra. Quand on y arrive, c'est ultra puissant parce que ce sens, ce côté motivationnel fait qu'en fait, une personne qui va être dans ce mouvement-là va avoir envie en fait d'être performante, etc. Et du coup, le bien-être, en fait, on en parle, c'est ah oui, je trouve du sens dans mon travail. Peut-être qu'on aura un niveau d'investissement en fait qui sera ok et la personne sera performante. Et le cercle est vertueux, mais l'inverse, il est aussi très rapide en fait. Se dire ok, le cercle Oui. vicieux de ah ouais, mais je comprends pas pourquoi je travaille et j'ai pas envie et du coup on perd la motivation et on perd le sens, etc. C'est un truc qui va très très vite en fait d'un sens ou d'un autre. C'est incroyable. C'est un peu le rocher de Sisyphe du manager, en fait, dans la réalité pour moi. Parce Ouais. que, enfin, le manager, bah, peut prendre des risques. Enfin, pour avoir vu des managers qui, ont accepté parfois de mettre, un petit peu de côté certaines règles d'entreprise, Hmm. de de consolider une vision peut-être un petit peu pour eux, mais de peut-être aussi repartager ce que voudrait dire une vision d'entreprise à leur échelle, et cetera. J'ai vu des impacts où vraiment les gens se sont sentis plus engagés, se sont sentis, embarqués dans tous les sujets. Donc là-dessus, il y a vraiment un manager qui peut vraiment faire des efforts. Mais c'est vraiment des efforts qui sont conséquents, qui sont pas évidents à mettre en vue pour un manager. Ouais. D'autant plus que dès qu'il y a un aléa ou dès que peut-être le manager, ça peut arriver aussi, hein, lui-même, perd des éléments de vision, se retrouve aussi, embarqué dans cet aspect performance, mais dans une vue de délivrer trop et tout d'un coup, bah, finalement, tout ce qu'il avait essayé de mettre en place, se retrouve complètement, mis de côté en tout cas Hmm. et volontairement est plus utilisé, contre lui, a posteriori que véritablement, à son crédit. Ouais, et ça, faut le souligner, hein, le middle management, en général, c'est dans ce genre de situation, c'est les premiers à souffrir. Entre un terrain qui comprend plus trop pourquoi est-ce qu'ils doivent travailler, en fait, tout simplement, les personnes ont perdu le sens. Et après, tu as la hiérarchie qui est en responsable de la stratégie, d'une vision d'organisation, qui va mettre peut-être une pression, qui va avoir des attentes. Et au final, le middle management est un petit peu dans, bah voilà, coincé en sandwich.
Et c'est pas simple pour eux et il faut beaucoup de force de conviction pour pouvoir se réaligner, en fait, dans ce genre de contexte-là. Mais le fait que les managers prennent un gros risque, pour moi, en tout cas, c'est ma conviction. Mmh. Mais en effet, le manager qui prend un risque de ce type-là, à apporter une vision davantage, à apporter peut-être un petit peu de flexibilité, Mmh. quand il y en a pas forcément, dans l'organisation, clairement, c'est un risque. C'est-à-dire Ouais. que, c'est des choix qui sont à faire, et c'est des choix qui souvent payent. Pour l'avoir vécu, ne serait-ce que de laisser parfois l'opportunité à certaines équipes, d'adapter leur rythme, parfois de sprint ou parfois leur daily, ne serait-ce que ça, si on reprend l'exemple d'avant. Parfois, il y a certaines organisations qui, en effet, voulaient tous les daily à telle heure, et cetera. Et finalement, en apportant cette flexibilité, il y a des entreprises, ou en tout cas les équipes se sentent plus à l'aise parce que leur Ouais. manager intermédiaire, il a pris ce risque-là. Ouais, tu vois, enfin, quand tu me parles de ça, je reprends presque la définition, hein, qu'on a donnée au départ, hein. Le meilleur résultat, tu vois, la performance, c'est ça. Et au final, l'équipe devrait être suffisamment autonome pour y arriver en fonction de ses compétences, de ce qu'elle a envie de faire. Si l'équipe bosse 2 heures par jour, mais en fait qu'elle atteint le résultat, est-ce que c'est un problème? C'est aussi en fait la question. Ou est-ce que, bon, on les paye 7 heures par jour, donc du coup on veut 7 heures, mais d'improductivité et sans atteinte de résultat? Il y a une vraie question en fait autour de tout ça. Tu sais qu'on arrive à 25 minutes et qu'il va falloir passer à la conclusion du match. Du coup, est-ce que tu as un conseil, toi, pour pouvoir lier ce côté performance avec le bien-être des employés? Genre, en 2, 3 phrases, des conseils pour que ça puisse bien se passer? Alors pour moi, le premier, c'est de voir la performance peut-être un petit peu différemment. Mmh. D'élargir, le panel de ce qu'on entend par performance, pour y ajouter pas uniquement le résultat sur son produit, sur ce qu'on va délivrer, sur son objectif financier, mais aussi sur l'épanouissement des collaborateurs. Oui. Moi, c'est C'est vraiment un point clé qui permet de se dire: «Bah, en effet, j'ai une performance parce que je peux estimer le coût d'un turnover, je peux estimer le coût d'un burn-out». Il y a Merci. plein de chiffres, tout ça, ça existe, c'est présent, ça peut se quantifier. Ce Ouais. risque-là, il est à mettre en vue dans la performance, qu'on veut avoir et qu'on aimerait quantifier. Souvent, c'est oublié ce truc-là. On va se dire naturellement, c'est les bénéfices, c'est quel CR on a généré. Mais la réalité, c'est que, ouais, enfin, il y a d'autres choses à aller mesurer, en fait, qui ont un impact direct sur votre résultat net. Les entreprises, pensez-y, quoi. C'est ça. Et tu vois, pour moi, le deuxième point rejoint un petit peu celui-ci, c'est toujours de considérer le risque aussi dans la performance. Mmh. Pourquoi? Parce que il faut avoir une lecture parfois sur le long cours. On peut avoir des aléas en cours de route, mais pouvoir anticiper, en tout cas avoir une lecture un petit peu plus globale, d'avoir une vision très réaliste, parfois pessimiste en soi des choses, mais permet de mettre en vue des éléments qui ne seraient peut-être pas forcément sous la forme d'un délivrer plus, mais peut-être délivrer mieux ou délivrer Oui. différemment, donner une respiration aux équipes. Mettre le risque aussi en vue sur cette performance-là, qu'est-ce qui peut simplement compromettre, la performance initiale qu'on a en vue, et cetera? C'est un élément aussi qui permet aux employés de se sentir écoutés, ne serait-ce que ça. Puisqu'en effet, l'employé a remonté peut-être des alertes, et cetera. Bah, ces alertes, elles font partie de ces risques-là. Mmh. Le risque, il est mis en visu. On peut peut-être pas forcément le traiter, soit, mais par contre, au moins, il est mis en visu. Il y a cet aspect écoute qui se cache derrière. OK. Et ben, moi, ça me paraît bien. C'est pas une thématique qui est extrêmement simple, mais par contre, elle est, très pertinente dans notre époque actuelle, avec, son lot d'instabilité et de doutes marché. Merci pour ton temps, Maxime. C'était très, très cool. J'ai passé un excellent moment Pareil, merci beaucoup à toi. et puis on se dit, à très, très vite. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté Corpo Fighters. Si tu as aimé ce match de qualité, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau combat entre deux notions vues en entreprise. Ciao ciao!